never die. Nerf this. Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf 10 Podcast, je suis Altiron et comme chaque semaine, pour m'accompagner, je suis avec mon fidèle allié, c'est Stuck Logo. Salut Logo. Salut Alti, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Je rigole parce que pour tous, si vous voulez tout savoir, on vient de le faire et Logo n'avait pas activé son micro, donc forcément je parlais tout seul. Messieurs, dames, grand changement puisque la méta d'Overwatch a changé, vous l'avez vu dans cette première semaine de l'étape 2. Eh bien figurez-vous que votre podcast préféré change également de méta puisque nous allons désormais passer à 2 émissions par semaine. Alors rassurez-vous, ce ne seront pas 2 émissions de 1 heure, ce qui vous ferait 2 heures à écouter et bien que ce soit très plaisant pour vous, ce serait un peu difficile. Non, on va vous faire plutôt une première partie qui sera récapitulative, un peu débrief, un peu magazine de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vu la semaine précédente, et qui sera publié donc le lundi. Et le mardi, on vous fera la preview des matchs de la semaine suivante, ainsi que des pronos et des petits dilemmes, une nouvelle section qu'on a rajoutée à notre podcast. Donc voilà, tout ça, évidemment, pour que vous puissiez en profiter le plus possible. Et ça va commencer tout de suite, puisqu'on va être aujourd'hui dans le débrief. On va d'abord regarder le remake de la finale du Stage 1 avec les Spitfire contre les Excelsior. On va parler un petit peu aussi d'un nouveau joueur des Philadelphia Fusion qui a fait beaucoup de bruit et on va revenir un peu sur le transfert d'AKM chez les Dallas Fuel. Tout ça avec l'overtime et le conseil de classe que vous allez découvrir. C'est parti pour un nouveau podcast. Alors Logo, on l'a dit, donc nouvelle méta, on va faire, au lieu de faire des focus uniquement sur les matchs, on va parler un petit peu des sujets d'actualité de l'Overwatch League. En l'occurrence, on commence quand même par un match, on ne pouvait pas y couper, c'était le remake de la finale de la phase 1, en l'occurrence les London Spitfire face au New York Excelsior, et figurez-vous surtout, toi tu le sais j'espère, que les Spitfire ont refait le coup de revenir alors qu'ils étaient menés, alors pas de 2 points d'écart, seulement de 1 point d'écart, mais disons que les Excelsior avaient la balle de match et ils ont choke, encore une fois, face aux Spitfire, et ce sont les Spitfire qui se sont imposés 3-2. Il y a eu un élément qui moi a été hyper évident tout de suite et tout le monde l'a vu et c'est ce qui a probablement fait la victoire des Spitfire au bout. C'est ce ciblage intensif de Jonak qui a été un super joueur j'allais dire de Ryu Jeong, mais non, un super joueur de Zenyatta dans la première phase avec les Excelsior. Et là, il a été bien contré et on l'a vu dès qu'il était contré efficacement par Spitfire. Derrière, c'était un peu la débandade pour les Excelsior. C'était la clé déjà de la finale de l'étape 1. Londres a réappliqué le plan de jeu, notamment sur les 2 dernières maps, là où ils arrivent à revenir et à passer devant sur le tiebreaker. Au début de la partie, on essaie de faire un peu jeu égal, chaque équipe joue son jeu et New York à ce niveau-là est plus fort, mais derrière, le focus de Jonah qui a été décisif, et d'autant plus que c'était le seul healer de métier pour New York, vu que Mano remplaçait Arc qui était absent toute la semaine. Bah ouais, on ne sait pas très bien pourquoi. On imagine que c'est une petite indisponibilité. On espère en tout cas qu'il n'y ait pas plus. On l'a vu dans la stage 1, il y avait déjà eu Unco, notamment chez les Valiant, qui avait manqué quelques matchs à cause d'un petit problème à l'œil. Bon voilà, malheureusement pour les Excelsior, ils jouent tout de suite face au Spitfire et l'absence de Arc, tu l'as dit, s'est fait sentir. Mano n'a pas été catastrophique non plus parce que c'est un bon joueur d'Overwatch. Mais tu sens qu'il manque un vrai healer de métier. Il y a un truc qui m'a frappé aussi dans ce match-là, c'est qu'on a alterné Pine, on le voit de plus en plus du côté des Excelsior en titulaire, en tout cas dans le début des matchs. Et là, les 3 matchs où il joue, donc le premier, le 4e et le tiebreaker sur Ilios, c'est les maps que New York Excelsior perd. Alors je sais pas s'il faut y voir un lien de cause à effet, mais force est de constater que quand on met, et là j'oublie son remplaçant, mais je crois que c'est Libero, exactement, sur Libero qu'on voit un peu sur Farah notamment, c'est les moments où Excelsior gagne. Est-ce que Pine est un boulet pour cette équipe des Excelsior? Paf, le mot est lancé. Non, je dirais pas que Pine est un boulet. Par contre, le souci, et on l'a vu un peu jouer, c'est Genji qui le maîtrise pas non plus à la perfection. Il a été contraint un peu de le jouer durant ce match parce que New York l'a vu à un moment donné, l'a senti pendant la rencontre. Il leur manque un Genji vraiment qui est nécessaire quand on fait de la dive comme c'est actuellement. Et pour le coup, Libero, c'est quand même un très bon joueur de Genji. En face,
l'autre DPS qui est un peu indéboulonnable, qui est CBLB. C'est surtout un main tracer. Il peut jouer aussi Widow. Le truc, c'est que derrière, quand il y a Pine et CBLB en même temps sur le terrain, on n'a pas de joueur projectile. Donc pour Pharah, il n'y a pas. Pour Genji, il n'y a pas. Par contre, on a de très bonnes Widow, de très bonnes tracers, des très bonnes Kree. Mais des fois, la composition requiert ce fameux Genji. Et c'est un peu le problème quand Pine est là, quoi. Ouais, donc voilà, finalement, Excelsior qui se fait encore surprendre. Pour moi, ça reste quand même la meilleure équipe de cette Overwatch League sur le papier. Maintenant, force est de constater que 2 fois de suite, ils se font battre par Spitfire. Est-ce que c'est parce que c'est des affrontements coréens et que Spitfire est bon pour jouer l'anti-dive face à ces mecs-là, ou alors simplement Londres est plus fort tout court? Qu'est-ce que t'en penses? De leur côté, en fait, le duo de DPS de Londres qui est vraiment très très fort, c'est peut-être le meilleur duo, Profit et Birdring. Ils ont une possibilité de jouer des héros, enfin à eux deux, ils ont vraiment un pool de héros qui est très grand. Et en fait, ils ont tout ce qu'il faut pour aller chercher Jonak. Et on l'a dit, encore une fois, c'était la clé de ce match. Quand tu arrives à neutraliser Jonak, d'autant plus Mm. quand il est seul healer, de métier en tout cas, derrière, tu peux gagner le match contre New York. C'est ce qui s'est passé là. Et pour le coup, eux, Birdring, la Widow de Birdring est très forte. La Tracer des deux joueurs est très forte. Derrière, tu as aussi le Junkrat qui peut aller emmerder le Zenyatta. Donc, ils ont ce duo qui est capable de faire ça. Et en plus, derrière, quand tu as Gesture qui te crée les espaces comme il l'a encore fait pendant ce match-là, ils ont vraiment les joueurs et ce qu'il faut pour le faire, quoi. Mais c'est une des rares équipes qui peut se permettre de battre New York. Enfin, qui peut y arriver en tout cas. Ouais, et ben voilà, donc le défi est lancé. On verra s'ils se recroiseront peut-être en finale de stage encore une fois. Ils se recroiseront forcément à la prochaine étape, vu que ce sont 2 équipes de la même division, donc ils s'affrontent forcément. Donc voilà, c'était un match en tout cas avec du niveau, ça c'est sûr. Il y avait de l'affrontement, et puis c'est très encourageant pour la suite de la compétition. Le sujet suivant dont on va parler, mon petit logo, c'est Echo, le joueur israélien DPS des Philadelphia Fusion. Et en fait, quand on l'a vu arriver, il a joué donc les 2 matchs avec Philadelphie à la place de Shadowburn. Et quand on l'a vu arriver, on s'est dit waouh, bonne chance pour essayer de remplacer Shadowburn, parce que Shadowburn c'est vraiment trop un cador et tu vas pas pouvoir faire grand chose. Il a fermé toutes les bouches parce que en fait il a fait du super boulot. Et notamment sur son Genji, on sait que le Genji de Shadowburn avait été impressionnant sur des maps comme Anubis ou des choses comme ça. Et force est de constater que Echo, il a fait le taf. D'ailleurs, les Américains disent EQO, donc je sais pas comment il faut le dire, mais bon, nous on dit Echo. Finalement, est-ce qu'il n'est pas en train de s'imposer un petit peu, quoi? Déjà, est-ce que c'était un choix qui était voulu, ou comme on l'a dit tout à l'heure avec Arc chez les Excelsior, c'était un remplacement un peu obligatoire? On sait pas, mais force est de constater que il va peut-être rester un petit peu dans le coin finalement, l'ami Echo. Ouais, c'était assez marrant quand on a vu le premier match en live. On le voit donc entrer sur le terrain, on le découvre un petit peu, ce joueur, et on se dit, bon, est-ce qu'ils vont y arriver? Les Fusions, ils ont besoin de rebondir. Et puis tout de suite sur Anamura, il a tout de suite fait le café, il a tout de suite été très performant. Ça a été quand même la révélation, je pense, de cette semaine. Un joueur qui est assez jeune et pourtant qui brille par son calme. On sent que c'est un joueur qui, voilà, très intelligent, que ce soit dans son positionnement, dans sa capacité à dasher. Ses ultis sont très bonnes, et je pense qu'il y a encore une marge de progression à ce niveau-là, et c'est peut-être ce qui est le plus effrayant avec ce joueur, c'est qu'on voit qu'il y a encore du potentiel à développer. Et pour Fusion, c'est une excellente nouvelle parce que on a déjà Shadowburn qui était un des meilleurs DPS, et en tout cas un des meilleurs Genji de la ligue. Oui. Là maintenant, on a encore plus d'options. Par contre, ça va poser un problème de hiérarchie. Shadowburn, c'est quand même difficile de le mettre sur le banc parce que c'est un excellent joueur, et Echo, il est en train de montrer qu'il a toute sa place pour être titulaire dans un roster. Ouais, moi j'écoutais nos collègues, mais néanmoins amis de Overwatch League Daily, qui est un podcast américain, et qui parlait de ses ultis et de ses déplacements en fait à Echo, et qui analyse qu'avec Genji, il est plus calculateur qu'un Shadowburn qui a tendance à dasher un peu à tout va. Ça marche, mais Echo est plus dans l'économie de mouvement et donc plus dans l'efficacité, et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il est très performant aujourd'hui, c'est qu'il a une très bonne vision, un peu comme Poco avec ses bombes de diva qu'il place parfaitement. Lui a une très bonne vision de où son dash débute, où son dash s'arrête, où est-ce qu'il va monter, où est-ce qu'il va descendre, et c'est ça qui fait qu'il est hyper performant.
De toute façon, c'est pas un problème d'avoir plein de bons joueurs au même poste, puisqu'on l'a vu, si jamais tu as une absence un peu forcée, t'es pas mécontent d'avoir un type derrière qui va remplacer l'autre, et au moins aussi bien, même si, et même sur un match. Alors là, Echo, il a fait toutes les maps des deux quad maps, mais ils auraient pu décider sur une map de le faire souffler un peu, de le faire remplacer par Shadowburn aussi. Donc c'est pas forcément, moi en tout cas, je crois pas que ce soit un problème d'avoir deux joueurs très bons au même poste. Oui, après, ça reste 2 main Genji pour leurs personnages principaux, donc là où ils se marchent un peu sur les pieds. Après, le Hero Pool reste un petit peu différent. Echo est moins fort que Shadowburn sur Pharah, clairement. On l'a vu un petit peu jouer. Et Shadowburn a plus cette science de la roquette. Donc, ça reste un joueur qui, à mon avis, aura des maps à jouer, ça c'est sûr. Mm. Mais quand même, là, il y a quand même, je pense pour Kirby, qui est le coach français de cette équipe, il y a quand même une vraie question qui est une bonne question à se poser. Hein, vaut mieux ça que l'inverse. Mais il y a une question à se poser un peu. Il avait un peu le même problème à un moment donné avec Hotba et Poco. Ouais. Il a tranché pour Poco. Et là, à mon avis, il va falloir aussi trancher assez vite parce que la saison, on en a fait le premier quart, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus que ça soit trop instable dans les rosters pendant toute la saison. Non, c'est clair. Qui a géré. Donc voilà le petit Echo qui était une bonne surprise de cette première semaine de la saison du Stage 2. Et il y a un dernier sujet dont on voudrait parler, c'est AKM, Killing Machine, le français, le DPS, la tourelle, qui est arrivé chez les Fuel. On s'attendait à ce qu'il ait un impact immédiat, mais on s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit aussi incroyable. En l'occurrence, il a fait un taf énorme. Il a joué 6 maps sur les 2 matchs de la semaine, sachant que Fuel n'a joué que 4 matchs à chaque fois, ils n'ont pas été en tiebreaker, donc ça fait 6 matchs sur 6, 6 cartes sur 6. Il a un score de 79 kills pour 47 morts, plus 32. C'est un très bon début. Enfin, il s'est vraiment mis tout de suite sur le devant de la scène. Il a été MVP du premier match, au moins. Je ne suis pas sûr que ce soit MVP du deuxième, j'en doute. Mais c'est un début en trombe pour lui. C'est très encourageant. Bah oui, il y avait quand même des doutes sur déjà, est-ce qu'il allait être performant tout de suite parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été dans une équipe et qu'il a fait plusieurs mois quand même, 2-3 mois sans être vraiment avec une structure, ce qui est quand même assez long dans le temps e-sport. En plus, on avait laissé la méta de l'étape 1 avec un soldat qui était un peu aux abonnés absents. Il est revenu en trombe dans l'étape 2 et pour le coup, AKM a tout de suite été très performant. Alors, la bonne nouvelle pour lui, en plus, c'est que Dallas fait tout pour le mettre dans une bonne position. On l'a vu beaucoup pocket, donc vraiment babysité par les healers. Les anges qui viennent renforcer son tir ou même sa visée, ou même les Anna quand il est en visée tactique qui augmente ses dégâts et qui lui permettent de faire plein de dégâts. Ouais, et on lui fait confiance. Hein. Très clairement, l'architecture de cette équipe a pivoté autour de lui maintenant. Alors, il n'est pas tout seul, hein, c'est pas non plus le go-to guy, le carry de cette équipe, mais très clairement, on compte sur lui. Ça se sent qu'il est là pour être titulaire, qu'il n'est pas là pour faire le nombre ou pour être remplaçant. Et il fait des performances qui sont très encourageantes. Il a joué à un très très bon niveau. Quand on arrive comme ça au milieu d'une ligue où les gars ont déjà joué 5 semaines et qui se touchent chaud, quand même assez impressionnant qu'il arrive comme ça. Ouais, et tu l'as dit, il n'est pas là pour faire le nombre, il veut pas être remplaçant. Maintenant, quand il est remplacé sur 2 maps par Rascal, Rascal aussi fait du bon taf, et c'est vrai que du coup, ça lui met peut-être un surplus de motivation pour être encore meilleur et pour pas perdre sa place au profit du nouvel arrivant chez les Fuel. Rascal, on rappelle, qui était plutôt chez les Spitfire pendant le premier stage. Donc pour les Fuel, tout ça, c'est encore de bon augure, et c'est 2 ajouts qui, voilà, pareil, sont peut-être un peu sur le même poste, mais c'est pas trop mal d'avoir les mêmes. En tout cas, moi, je pense. Ils sont sur le même poste, oui et non, dans le sens où Rascal joue plus Genji. Après, il a des pics très, très curieux. Après, AKM, lui, il a un rôle semi-scan, semi-projectile, vu qu'il joue aussi beaucoup Pharah. Mais il tourne à 3, a priori, avec Effect aussi maintenant. Là, a priori, la hiérarchie au niveau des DPS est plutôt définie de côté des Fuel. Et c'est une bonne nouvelle, je pense, pour eux. Là, ils commencent à se trouver. On peut imaginer qu'avec cette nouvelle méta, avec ces nouveaux renforts, l'étape 2 serait plus en leur faveur et qu'ils peuvent bien remonter dans le classement. Yes, eh bien, on va en parler tout de suite, puisqu'on va passer à notre nouvelle section dans le Nerdist Podcast. C'est le conseil de classe. C'est parti. Capture the objective.
Alors le conseil de classe, qu'est-ce que c'est? Eh ben, comme son nom l'indique, on va passer en revue toutes les équipes de l'Overwatch League, donc les 12 équipes, et donc chacun notre tour avec le go, on va passer en revue les 12 équipes, on va donner un petit peu les points clés de cette semaine, et on va mettre une note. Alors comme ça se passe, comme c'est une ligue américaine et que c'est un peu dans la tradition des sports américains, on donnera des notes à l'américaine, vous savez, avec les A, B, C, plus ou moins, et ça va jusqu'à F. Donc, si jamais votre équipe préférée a F-, bah, c'est qu'il n'y a rien à en tirer. Et si elle a A+, eh ben, c'est pas mal. Et pour ça, on va essayer de mettre un peu de musique de fond. Notamment, vous allez reconnaître tout de suite les joueurs d'Overwatch. On va mettre un petit tapis musical et puis on va commencer. Logo, est-ce que tu es prêt? C'est parti. Eh ben, alors attends, je lance ça. Hop. Tac, la petite musique de Lucio qui va bien. Allez, je t'écoute, c'est toi qui commence. Allez, on commence avec Boston qui a fait une semaine très compliquée puisqu'ils ont enchaîné 2 défaites 4-0, la première contre les Fusions et la deuxième contre Houston. En cause, au-delà de la méta qui semble pas très adaptée à leur style de jeu, le duo de DPS Dream Casper et Striker ont été vraiment dans le dur cette semaine. Alors du coup, on va leur mettre la note sévère, mais à mon avis juste de F. Ouais, c'est super sévère, mais c'est mérité, c'est vrai. Les Dallas Fuel qui sont à 5 victoires, 7 défaites, une bonne semaine, une victoire 3-1 face aux Shanghai Dragons, une victoire 3-1 face aux Los Angeles Gladiators. On vient d'en parler, AKM et Rascal qui sont des bons ajouts, qui se relayent bien. Il y a surtout un gros step-up, une grosse amélioration du côté des tanks, Mickey et XQC qui font leur taf, en tout cas sur les 2 matchs de cette semaine et qui ont vraiment permis à cette équipe de progresser. Attention, il y a quelques erreurs d'inattention, tu lâches une map aux Dragons, tu lâches une map aux Gladiators, on a vu que le goal average était important, le map average en fin de stage. Donc pour ces petites erreurs, je leur mets un A-. Oui, c'est plutôt correct, c'est plutôt encourageant quand même. On passe maintenant aux Florida Mayhem qui ont une semaine avec 2 défaites, 1-3 face à New York, plutôt encourageant quand même. Et par contre très dur contre les Philadelphia Fusion, 4 défaites avec un seul objectif pris en 4 cartes. Les recrues n'ont pas encore joué pour les Florida. On essaye de un peu plus jouer Genji, mais c'est assez difficile pour Tivik de maîtriser ce héros pour le moment. Les tanks font le boulot, mais encore une fois, Logix et Tivik sont toujours dans le dur. On va leur mettre la note de E. Ouais, dur mais logique. Les Houston Outlaws à 9 victoires et 3 défaites cette semaine, ils ont 2 victoires puisqu'ils ont battu 3-2 les Spitfire dans la revanche de la petite finale du Stage 1 et ils ont gagné 4-0 sec contre les Uprising. Ils sont toujours aussi forts dans ce contre de la dive qui reste très joué la dive malgré le changement de méta et quand tu as un Jack sur Chacal, voilà, ça fait le boulot. Jack, on a vu là beaucoup jouer Tracer aussi dans ces 2 maps, dans ces 2 parties pour contrer un peu les techniques qui étaient mises en place face à lui et ça a bien marché. Il y a un gros mental aussi du côté de Houston face à Spitfire, ils se battent jusqu'au bout sur Ilios, le tiebreaker, ça tient à rien du tout mais ils sont dominants en termes de kills et ils reviennent gagner. Donc pour tout ça, moi je leur mets un A, c'est une très bonne semaine pour eux. Oui, c'est très fort. On va passer maintenant aux vainqueurs de l'étape 1, les London Spitfire, qui sont à 8 victoires pour 4 défaites en tout. Et cette semaine, c'était compliqué puisqu'ils ont joué les Outlaws et l'Excelsior, les 2 premiers au classement. Victoire 3-2 face au Excelsior et défaite 2-3 face aux Outlaws. Une grosse semaine donc compliquée. Un jeu encore fouillis face à Houston, mais une très belle remontada face à New York. On en a parlé tout à l'heure. Ils doivent encore quand même être plus constants pour s'assurer une bonne place au classement. Ils sont quand même rattrapés par pas mal d'équipes et ils sont dans le ventre mou un peu top. Donc c'est un peu dommage. Il y a une nouvelle occasion manquée. C'est pour ça qu'on leur met la note que de B-. Les Los Angeles Gladiators à 5 victoires et 7 défaites. Une semaine mitigée puisqu'il y a une victoire 4-0 sèche face au Shock. Donc ça c'est bien. Mais ensuite une défaite 1-3 face au Fuel. Il y a une bonne recrue, une très bonne recrue. En l'occurrence Fisher, le tank qui est arrivé. Alors donc on va peut-être plus trop voir la Miai Remix chez les Gladiators. Ça va être difficile. Maintenant, il y a un truc, c'est que Bichou, l'autre tank, souffre beaucoup. En tout cas, n'est pas encore complètement avec des automatismes très prononcés avec son nouveau partenaire. Donc, c'est un peu difficile. Il y a des incertitudes au poste de DPS. Ça tourne beaucoup entre Asher, Surfour, Dration. J'ai l'impression que personne ne sait vraiment la hiérarchie. Et contrairement à Dallas, dont on parlait tout à l'heure, ça peut un peu les pénaliser. Et on l'a vu face à Fuel, c'était encore très dur. Il y a un niveau qui est, moi, je trouve encore trop faible chez ces Gladiators en général, malgré le talent qu'ils ont. Donc, je leur mets pile la moyenne. C. Ça reste une équipe à surveiller, qui peut vachement progresser. Oui. On passe maintenant au chouchou des Français, les Los Angeles Valiant, qui sont à 8 victoires pour 4 défaites. Une semaine assez mitigée quand même, avec une défaite très surprenante et très lourde face au Dynasty. 4 maps perdues et 0 gagné. Et une victoire contre les Dragons, elle aussi un petit peu difficile quand même, parce qu'il n'y a eu que 3-0 et ça a été quand même assez dur en début de quad map. Le duo de Tank, Fate et Envy a pas mal déçu quand même face au Dynasty. On s'est bien repris face aux Dragons, mais la manière n'était pas trop là. Pour les Valiant, il va falloir
va falloir très vite se remettre au niveau parce que les semaines vont être difficiles à suivre. La note, elle est de D+. Moi, je trouve ça très sévère, mais ce n'est que mon avis. Les New York Excelsior à 10 victoires et 2 défaites, c'est une semaine mitigée aussi, mais bon, bah voilà, c'est une victoire pardon, face au Mayhem 3-1, c'est une défaite 2-3 face au Spitfire, on en a parlé. Bah voilà, les Spitfire, c'est quand même une très bonne équipe. Même dans la défaite, ils sont toujours très solides. Quand ils craquent, c'est pas de beaucoup, ils ne sont jamais vraiment roulés dessus. Ils reviennent parfois sur le fil. Face au Mayhem, ils passent de très peu de perdre. Ils perdent sur Legion ensuite, mais malgré ça, ils arrivent à revenir dans le match. Donc, au moins, ils sont solides mentalement. On l'a dit, Arc qui n'était pas là, donc c'était plus compliqué d'avoir un seul joueur de heal. Et puis, c'est sûr que quand les équipes adverses focus Jonak, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, c'est très difficile de faire sans lui. Donc, bon, c'est un B+ pour moi parce qu'on attend mieux, mais c'était une semaine, encourageante quand même. On passe maintenant au Philadelphia Fusion qui ont fait la grosse opération de la semaine avec 2-4-0, le premier contre les Uprising et le deuxième contre les Mayhem. À noter le Fraggy qui s'est vraiment calmé, ils ont vraiment profité de cette interface pour revoir le positionnement du joueur qui a moins foncé dans le tas et qui a été beaucoup plus intelligent, beaucoup plus teamplay. Neptuno sur Lucio aussi s'est montré très fort et le changement de métal lui fait vraiment beaucoup de bien. Carpe a encore une fois été monstrueux. Contre Florida, il a fait 116 kills pour 9 morts seulement. Il est mort 9 fois pour 4 maps, ce qui est absolument monstrueux. Et donc la très belle opération, comme on disait au classement général, ils sont passés 4e égalité. Le map différence n'est pas à leur avantage, mais cependant, ça peut être une équipe qui peut faire des ravages pour cette étape 2. En tout cas, les signes sont très bons. On a parlé aussi de Echo. La note, elle est de A+. Allez, la meilleure note pour les Philadelphia Fusion, qui ne sera pas la même pour les San Francisco Shock, dont on va parler maintenant, qui sont à 3 victoires, 9 défaites, et qui ont fait une semaine à 2 défaites, 0-4 contre les Gladiators et 1-3 contre les Dynasty. Ils sont un peu moins dépendants de Baby Bay, dans la mesure où Dante est efficace, sur Tracer notamment. Maintenant, c'est pas pour autant qu'ils sont meilleurs, et moi je trouve que leur tank meurt beaucoup encore, et ça c'est très compliqué. J'ai pas beaucoup d'espoir pour l'instant sur les chocs dans cette configuration actuelle. Moi je vais leur mettre un D-. Voilà, comme dit, j'en attends pas grand chose tout de suite, il faudra voir avec les ajouts. La date de retour de Sinatra est entourée au marqueur rouge avec 150 ronds autour. Grosse soirée prévue dans la maison des chocs ce jour-là. On passe maintenant aux Seoul Dynasty qui ont vraiment rassuré après la fin d'étape 1 mitigée. Ils sont à 9 victoires, 3 défaites. Deux grosses victoires cette semaine, le 4-0 contre les Valiant qui a surpris tout le monde et le 3-1 face au Choc. On a eu un très très beau retour aux affaires et notamment celui de Toby qui sur Lucio a fait vraiment beaucoup de bien. Pas grand chose à dire, ils ont écrasé tout ce qu'ils avaient à leur portée. La note est de A. Ouais, c'est les vrais Seoul Dynasty qu'on a vu, je pense. Et on va finir avec nos amis les Shanghai Dragons qui sont à 0 victoire et 12 défaites pour l'instant. 2 défaites donc cette semaine, 1-3 face au Fuel et 0-3 face au Valiant. Il y a du mieux quand même, puisque voilà, ils prennent une map au Fuel, ils font un match nul face au Valiant. Il y a des compos nouvelles méta, entre guillemets, parce que bon, on l'a pas trop vu, mais qui passent quand même. Quadratank sur Hollywood, Tritank sur Kings Row, ça a marché à chaque fois, en tout cas bien marché, donc c'est encourageant. On n'a toujours pas vu les nouveaux joueurs, alors encore ces histoires de passeport visa qui sont pas là, mais c'est sûr que ça va leur faire du bien, surtout en tank. On a vu que c'est là est leur point fort quand ils jouent beaucoup les tanks avec les joueurs un peu spécialisés, Giguri sur je vais y arriver, Zarya. Donc bon, c'est une semaine à 2 défaites, mais pour moi ça mérite un D+, parce qu'il y a du progrès et il faut encourager les progrès. Voilà. On a fait le tour de notre conseil de classe, mon petit logo. On va maintenant passer à la... Pardon, je m'éloigne du micro. Excusez-moi. On va passer à la suite, puisque en l'occurrence, on va faire déjà l'overtime. Mais oui. Et mon petit logo, c'est déjà l'heure de l'overtime. Et oui, puisque maintenant l'émission est plus courte, et donc on arrive déjà en overtime. Est-ce que tu as tes questions sous les yeux ? C'est parti, je les ai sous mes yeux là. Tu es prêt, c'est bien. Et comme on a décidé de devenir un podcast moderne et jeune, on va mettre un peu de musique dans le fond pour vous accompagner. Attention. Tac. Alors, c'est parti. Qui a la pire coupe de cheveux de l'Overwatch League ? Est-ce que c'est Rocus, Pine, Mickey ou Dak ? À mon avis, c'est Rocus. C'est vraiment insupportable. Moi, je ne peux pas le voir à l'écran. Je trouve ça vraiment trop moche. C'est très laid. Les bouts verts qu'il a rajouté là, c'est vraiment très laid.
Zenyatta qui marche, ils l'ont fait suite à la demande d'un des spectateurs de Overwatch League. T'en as pensé quoi? J'étais mort de rire, honnêtement, j'ai trouvé ça fantastique. Et je me suis dit qu'il faudrait rajouter un truc en jeu. Tu peux appuyer sur un bouton, genre limite pendant son ulti, il se met à marcher, et ça ferait tellement rire les adversaires que, à mon avis, c'est efficace. Après se faire dreamcaspériser, quel verbe tu utiliserais et pour quelle situation? Ouais, je dirais se faire pocoiser quand tu prends une bombe inattendue et que tu fais tout pour. Tu crois te cacher, mais t'es pas caché, et puis tu te fais tuer. Vu, tu n'es pas caché, tu es mort. Ouais, moi je pensais à se faire fragiser, mais bah, du coup maintenant c'est moins drôle vu qu'il meurt plus trop. Et est-ce que t'as vu Kusta qui classe la petite transcendance pour rien et il y a son boss qui l'a taquiné sur Twitter en lui proposant de changer la touche sur son clavier pour lancer l'ulti? T'en as pensé quoi? J'ai trouvé ça assez drôle. Et le boss disait faut la mettre sur le F10, donc à l'autre bout du clavier. J'ai trouvé ça drôle. Maintenant, j'espère qu'il lui en avait d'abord un peu parlé, que le gars n'a pas découvert ça sur Twitter. Bon voilà, il faut pas que ça soit mal pris. XQC qui balance un dab de l'espace pour son retour. Est-ce qu'on doit le sanctionner pour ça? Alors déjà oui, et surtout faut faire attention parce qu'à mon avis il est en train de pervertir Mickey qui a été excité, c'est pas possible à quel point il était excité clair. quand XQC a fait son dab là. Les deux ensemble là ça va créer des étincelles, ça va être insupportable. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. Oui, bah c'est viré direct. On a vu Hanzo sur des maps complètes et c'est quoi le prochain héros pour toi qui va faire apparition dans la méta de l'Overwatch League? Je pense que le prochain héros susceptible de faire partie de la méta Overwatch League, c'est un héros qui n'est pas encore sorti, puisqu'on ne verra jamais Symmetra et Torbjorn. Et j'ai trouvé le vrai nom de FCTN. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Parce que tu sais, on se demandait la semaine dernière. Ben, maintenant, j'ai trouvé. Non, pas du tout. C'est Fact Fiction. Voilà, je ne sais pas où il est allé chercher ça, mais figure-toi que Pourquoi? je sais pas. Il s'est dit peut-être que les voyelles de son clavier ne marchaient pas à ce moment-là. Oh, merder les casters. Exactement. Et ben voilà, c'est la fin de cet overtime et c'est déjà la fin de cette émission. Et oui, on l'a dit, une émission un peu plus courte, mais un peu plus condensée, un peu plus éditoriale, un peu plus magazine, un peu plus sympa, un peu plus dynamique. Enfin, tout ce qui est bien, quoi. Donc, ça, c'est pour le lundi. Et vous pourrez écouter dès demain soir, le mardi, le preview de la semaine prochaine. Où il y aura, comme toujours, donc la preview avec les plus beaux matchs de la semaine, nos pronos et aussi les dilemmes, qui sont une petite séquence qu'on va rajouter. Voilà, merci Logo. Nous, on se retrouve demain, déjà. Bon, ça va, tu vas y arriver, une journée sans moi. Et un grand merci à tous. Et bah voilà, du coup, je suis pris de court. Cette émission est trop courte. Je ne sais pas quoi dire. C'est terrible. Retrouver sur Twitter. Oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut dire. Voilà, merci, évidemment, j'en perds mon latin. Évidemment, on est sur Twitter @Northdiscast, on est sur SoundCloud @NorthdisPodcast et on est sur Facebook aussi @NorthdisPodcast. Toi, tu es sur Twitter, c'est @stuck_logo. Moi, j'y suis aussi, c'est @RaoulVDG. Et voilà, n'hésitez pas à aller écouter le podcast, à le faire écouter à vos amis, à aller sur iTunes. On est sur iTunes, bien sûr. N'hésitez pas à aller sur iTunes, à mettre plein d'étoiles. C'est pas des pouces sur iTunes, c'est les étoiles. Sur les SoundCloud pouces, c'est pour aussi. bientôt. Et oui, les pouces, c'est pour bientôt. Le teaser dans l'épisode 7 de Nordis Podcast. Voilà, c'est déjà la fin. Merci beaucoup à tous. Nous, on se retrouve donc demain pour la suite. Et on vous dit une bonne nuit. Ciao. Salut, à demain. Heroes never die. Nerf this!